vous voulez le transmettre à vos collègues qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Du coup, merci à tous d'être aujourd'hui à ce webinaire concernant plusieurs sujets. Donc, l'actualité sur les marchés de l'énergie, qui, de fait, va avoir un impact sur l'estimation de vos budgets, donc le budget 2022, les estimations pour les prochaines années. Et autre gros sujet, le renouvellement des marchés. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Étienne Flambeau, co-responsable de la transition énergétique au CIDELA. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, merci à vous cet après-midi d'être présents, et puis vous êtes nombreux en inscrits, donc signe que le sujet est particulièrement d'actualité et puis préoccupe, je pense, particulièrement vos communes vu les augmentations du coût de l'énergie actuellement et pour les années à venir. Donc on a souhaité faire cette réunion en 2 temps, dans la logique aussi de vous informer régulièrement sur ces sujets qui sont très structurants pour vos communes. Donc, comme le disait Romain, on aura un premier temps sur l'actualité des marchés de l'énergie. Quelles sont les nouvelles tendances à court et moyen terme en termes de coûts de fourniture sur le gaz et puis sur l'électricité. Parallèlement, on s'est prêté un exercice de prévision de vos budgets énergie. Alors, sur l'année 2022, bien sûr, ça sera un exercice relativement facile. Par contre, sur les années 2023, 2024, et 2025, on a fixé un certain nombre d'hypothèses pour que vous puissiez, je dirais, avoir un certain nombre de projections sur vos impacts budgétaires qui, même si sont basés sur des hypothèses, devraient être vraisemblablement assez proches en termes de coût d'énergie, puisque d'une façon générale, ce qu'on constate et ce que nous disent les différents observateurs, c'est que finalement le coût d'énergie actuel, que ce soit en gaz ou en électricité, est plutôt un prix, je dirais, plancher sur les prochaines années à venir. Et sur la base de ce prix plancher, on va plutôt avoir des augmentations à la hausse. Donc, c'est une donnée qu'il va falloir prendre en compte et qui va forcément impacter notre pratique d'achat, impacter la façon dont on gère l'énergie et dont on la consomme. Voilà, et dans un second temps, on va rentrer pleinement dans les détails du prochain marché. Donc, à la fois les différents lotissements et puis aussi un volet très important sur la question des périmètres des membres et notamment, je dirais, toute l'importance d'avoir des sites de PDL bien identifiés, qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il y ait peu d'ajouts PDL par la suite, parce que dans des conditions difficiles d'achat aujourd'hui, ça perturbe le marché en cours. Donc, on travaillera précisément sur ce point lors du webinaire. Voilà, je vais laisser la parole à Romain, qui va vous présenter tous ces éléments, et puis bien entendu, on sera à même de répondre à vos questions tout au long de la présentation. Parfait, merci Étienne. Donc, comme j'ai indiqué dans le chat, n'hésitez pas tout au long du webinaire à inscrire vos questions. Et à la fin de réunion, je reviendrai dessus une par une pour tâcher d'y répondre. Alors, les actualités sur le marché de l'énergie. Donc là, on va commencer tout d'abord par l'électricité. Pour revenir et expliquer un peu le contexte, en gros, dans le marché de l'énergie, notamment de l'électricité, tous les jours, au final, la bourse de l'électricité annonce un prix pour les années N+1, N+2, N+3. Donc, imaginons hier, la bourse de l'électricité a donné un prix pour 2023, 2024 et 2025. Donc, vous retrouvez en fait en couleur les prix de l'électricité par rapport à ces différentes années, en rouge pour 2022, bleu 2023, jaune 2024 et violet 2025. Donc on voit l'évolution qui a été exponentielle depuis, on va dire, l'année 2021, avec tout le contexte de la géopolitique, et un peu plus distinctement, on va pouvoir regarder un peu les comparaisons et tous les impacts dans le monde qui interfèrent sur le coût de l'électricité au jour le jour. Donc on voit, par exemple, en mars 2020, le Covid, les confinements, moins de demandes d'électricité puisque le monde entier s'est arrêté, donc les coûts ont forcément chuté. Donc on était aux alentours de 40 € du mégawattheure. Ensuite, développement des vaccins, relance économique, etc. Donc, plus de demandes d'électricité, les consommations repartent à la hausse, donc le coût de l'énergie réaugmente. Ensuite, des impacts liés à un stockage historiquement bas au niveau du gaz. Donc, le prix de l'électricité est corrélé au prix du gaz. Des hausses au niveau du CO2, le marché du CO2, donc du carbone, les quotas de carbone
ont aussi un impact sur le coût de l'électricité. La grosse annonce de l'arrêt de Nord Stream 2. Donc Nord Stream 2, c'était le gazoduc qui devait approvisionner l'Europe. En gros, c'était un gros tuyau qui partait de Russie pour arriver directement en Allemagne, en parallèle d'un autre qui était en fonctionnement. Et au final, l'arrêt total de ce projet a eu un impact énorme sur le coût de l'électricité, où on avait atteint des niveaux records historiques. Même la crise de 2008, on n'était pas aussi haut. Ensuite, on n'est pas que sur une crise géopolitique et liée notamment à l'approvisionnement de gaz, on est aussi une crise au niveau de la production nucléaire en France. On est sur pratiquement un réacteur sur deux est en maintenance. Donc notre production interne propre à la France est aussi pas performante. Donc en plus des impacts liés à la guerre en Ukraine, notre approvisionnement via la production nucléaire fait que les prix explosent. Et dernier impact tout récent, c'est l'autre Nord Stream 1 que je disais qui était déjà en exploitation, est actuellement en maintenance. Donc finalement, on ne reçoit plus du tout de gaz en Europe par ces gazoducs. Donc la peur d'un hiver 2022 où on n'aurait pas assez d'énergie pour compenser nos consommations, donc des potentiels blackouts, fait que les coûts de l'énergie et notamment de l'électricité sont très volatiles au jour le jour. Donc on peut le constater sur toutes ces courbes. Donc typiquement, le prix 2023 aujourd'hui est presque à 500 € du mégawattheure, quand dans la vie normale qu'on avait avant les confinements, etc., le coût de l'énergie, de l'électricité notamment, était plutôt à 50 € du mégawattheure. Donc on voit que le gaz, au final, subit les mêmes hausses et tout est corrélé au final. Et là, le gaz arrive à un niveau historique de 140 € du mégawattheure, alors qu'on était autour de 15 € du mégawattheure auparavant. Donc voilà pour le gaz. Donc concrètement, comment on s'adapte au SIDELA par rapport à ce contexte et ces prix très volatiles? Donc on a pris un exemple. Donc on a déjà, si vous voulez, quand on attribue nos marchés, on attribue un marché aux fournisseurs par rapport à leur marge. Et ensuite, on va fixer nos prix au fur et à mesure dans le temps. Typiquement, pour construire notre prix 2023, on a une partie, 70% du coût de l'électron, qui provient du nucléaire, donc l'AREN, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, qui est à 42 € du mégawattheure. Donc on a 42 € à 68%. Et ensuite, on a la possibilité de cliquer, c'est-à-dire de fixer notre prix en deux temps. Donc, on avait fixé pour construire notre prix 2023 en septembre 2021 une première fois. Et puis, on a eu, on va dire, par rapport à nos stratégies d'achat, une alerte comme quoi on atteignait un niveau où on a été obligé de se forcer à bloquer notre prix, donc en début d'année 2022. Donc ces clics et le coût du nucléaire ont fait que le prix de l'électron 2023 via le groupement d'achat, donc ce que vous allez avoir sur vos factures, a été construit pour atteindre 93 € du mégawattheure. Par exemple, en 2022, sur la même stratégie d'achat, donc en s'adaptant sur les courbes de l'électricité au jour le jour, on avait un prix de l'électron à 45 € du mégawattheure. Donc, typiquement, on prend presque 2 fois le prix entre 2022 et 2023, hors toute taxe, sans l'acheminement et les taxes de l'État. Donc là, c'est un marché qui appartient au SIDELA et on fixe là tout cela pour vous. Un exemple, une commune qui aurait été pour sa dizaine de points de livraison, toute seule, hors groupement d'achat, voir les fournisseurs en juin 2022 pour avoir un prix fixe en 2023, elle aurait eu un coût de l'électron à 290 € du mégawattheure. Donc on voit que la stratégie d'achat du SIDELA, que ce soit le volume du groupement d'achat qui a un impact sur les marges des fournisseurs, mais aussi l'anticipation en fixant nos prix, protège de la hausse, même si on constate
qu'on fait tout de même x2 entre 2022 et 2023. Et par exemple, la moyenne du marché, là, sur toute cette courbe, est à 89 € du mégawattheure. Donc au final, on est à peu près sur la moyenne du marché sur la période depuis janvier 2020. Donc même exercice pour le gaz naturel. Donc, toujours hors toute taxe. Il n'y a pas d'histoire de nucléaire forcément pour le gaz naturel, donc on a le droit à 4 clics. Donc on peut construire notre prix pour les années à venir. Une fois qu'on a notre fournisseur et notre marché, on a 4 clics pour construire le prix. Donc on voit qu'au début, on avait fixé à des coûts assez bas. On avait anticipé notre prix 2023, donc on était à 14 € du mégawattheure, quand on a vu qu'aujourd'hui, on n'est pas loin des 100 € du mégawattheure. Donc on voit les séquences de fixation que l'on a faites avec notre prestataire qui nous accompagne pour suivre le marché au jour le jour. Donc là, on obtient un prix 2023 à 47 € du mégawattheure, tandis qu'en 2022, nous étions à 22. Donc on est un peu plus de 2 fois plus cher, hors toute taxe, hein, j'insiste là-dessus, entre 2022 et 2023. Même exercice, une commune qui aurait été toute seule de son côté pour avoir un prix fixe 2023 en demandant un contrat et en mettant en concurrence les fournisseurs en juin 2022, aurait eu un coût de la molécule de gaz à 80 € du mégawattheure. Pour le coup, la moyenne du marché sur cette période est de 29 € du mégawattheure. En voyant tout ça et la stratégie qui ont permis de construire les prix gaz, électricité dans le contexte actuel que je vous ai expliqué au tout début, on va pouvoir vous présenter vos prix 2022 de cette année et notamment estimer vos budgets de l'année prochaine et des années à venir. Peut-être aussi, comme on disait tout à l'heure que vraisemblablement pour les, je dirais, 3-4 années à venir, et enfin, même peut-être plus tard, hein, enfin, mais grosso modo, il faut s'attendre à des prix élevés. Comme le disait tout à l'heure Romain, la moitié des centrales nucléaires françaises sont en maintenance. C'est des opérations qui sont longues et il ne faut pas s'attendre à ce que le parc nucléaire soit remis en fonctionnement du jour au lendemain. Donc on est là aussi sur des tendances plutôt de moyen terme. Je pense 2-3 ans en termes d'impact, voire peut-être plus. Tout dépendra, je dirais, de l'étendue des dégâts aussi qui se posent dans nos différentes centrales. Et puis de la même manière sur le gaz, aujourd'hui il y a une vraie tension sur l'approvisionnement. Typiquement, je pense que la Russie a jusqu'à maintenant baissé ses volumes d'approvisionnement d'abord à 40, puis ensuite, grosso modo, ils doivent nous livrer à peu près 30% de leur volume habituel. C'est là aussi une tendance qui va durer, même si demain, et on l'espère, qu'il y ait des accords de paix voilà, au niveau de l'Ukraine et de la Russie. Quoi qu'il en soit, on a des relations diplomatiques ou géopolitiques qui sont tendues, et cet approvisionnement de gaz russe, il va falloir s'attendre à en avoir moins les prochaines années. Et d'un autre côté, les capacités de production des autres pays ne sont pas, comment dire, ne peuvent pas évoluer dans la même mesure et répondre justement au manque de livraison russe. Typiquement, le Qatar prévoit d'augmenter ses livraisons de production, mais c'est des plans de développement jusqu'à 2027. Donc là encore, on est vraiment sur une conjoncture avec des prix très forts sur les prochaines années. Alors, c'est pas des certitudes non plus, hein, mais quoi qu'il en soit, c'est le scénario le plus probable. Et bien sûr, après, on n'est pas à l'abri de scénarios qu'on n'aurait même pas imaginé, hein. Comme c'était le cas il y a à peu près un an, on ne pensait pas qu'on évoluerait dans un contexte énergétique comme celui-ci. Merci Étienne pour les précisions. Donc là, donc je vous présente les prix. Donc, on le verra tout à l'heure, hein, on a plusieurs groupements d'achat en parallèle, le groupement historique et un autre groupement qu'on a mis à disposition pour les communes et les collectivités qui avaient loupé le wagon pour les groupements d'achat historiques qui datent depuis 2016. Donc là, sur le tableau suivant, donc vous voyez des évolutions. Donc, pour info et pour rappel, aujourd'hui, nous avons un marché avec les fournisseurs suivants, Engie et EDF pour l'électricité, donc Engie pour les tarifs supérieurs à 36 kVA, EDF pour les tarifs inférieurs à 36 kVA, anciennement tarif bleu, et Engie aussi pour le gaz naturel. Donc, on a un marché 2021, 2022, 2023. Donc, les estimations 2024-2025, comme indiqué dans les hypothèses en légende, c'est dans le cadre des conditions actuelles de marché. Donc, vous prenez pas, c'est un indicateur
mais c'est une tendance aujourd'hui. Comme l'a dit Étienne, tout varie au jour le jour suivant la géopolitique, etc., ou la maintenance de nos centrales nucléaires. Donc, cette hypothèse-là, on l'a faite il y a 2 semaines. Ça se trouve, ça n'aurait pas été 4 ou 6 mois, 6%, ça aurait pu être mais c'est un ordre de grandeur. Donc voilà, 2021, donc l'année qui vient de se passer, on était pour Engie et EDF, donc on fixe pas en même temps avec les différents fournisseurs, c'est pour ça qu'il y a un peu des variations en termes d'euros du mégawattheure. Important, là nous sommes en TTC. Donc là, c'est clairement votre budget sur votre facture. Donc entre 2021 et 2022, je l'ai pas mal anticipé, donc on avait obtenu notre marché en 2020 pour commencer à construire nos prix 2021, 22, 23. Donc du coup, les prix de l'énergie étaient assez faibles à l'époque, donc quand on a construit nos prix 2021 et 2022, on avait été assez bon par rapport au contexte du marché. Et du coup, en plus de cela, l'État est intervenu en fin d'année 2021 pour deux mesures d'aide afin de lisser les prix et que les budgets des collectivités ou des entreprises n'explosent pas. Alors, ces 2 mesures, c'était le bouclier tarifaire. Donc, au final, une des taxes que vous retrouvez sur votre facture, donc la CSPE, qui était à 22,5 euros du mégawattheure, est passée à 0,5 euros du mégawattheure. Donc, on a gagné 20 euros du mégawattheure. Dans ce cadre-là, elle a été reconduite, donc, comme l'a annoncé Emmanuel Macron, jusqu'en 2023. Ensuite, il y a eu l'Arène Plus. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a une partie de notre prix de l'électron qui est à 42 euros du mégawattheure, 70%, qui provient du nucléaire. Il y a eu une part, un volume de nucléaire qui a été alloué en plus aux fournisseurs et du coup qui ont impacté les prix que nous on avait fixés avec ces fournisseurs. Donc du coup, cela a fait que les prix ont aussi diminué puisqu'on a apporté un peu plus dans la part qui était à 70 à 42, on est arrivé à un peu plus de pourcentage pour diminuer aussi le prix. Donc c'est pour ça que on va baisser le prix de vos budgets entre 2021 et 2022. Concrètement, je referai une réunion pour expliquer au niveau de la facture ce qui se passe. Mais dans les derniers VPE que je vous ai envoyés, il y aura une nouvelle ligne avec une partie négative en euros du mégawattheure pour compenser cette part du nucléaire en plus. Pour 2023, on a construit nos prix, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, 91 euros du mégawattheure hors toute taxe pour l'élec et 47 pour le gaz. On avait fait x2 sur la partie juste fourniture. Donc en mettant les taxes et en construisant la facture TTC, en prenant le bouclier tarifaire et la même part de nucléaire allouée en plus, on voit des explosions de notre budget, notamment en gaz. Pourquoi en gaz? Parce qu'il n'y a pas de bouclier tarifaire. En fait, si vous voulez, mettre un bouclier tarifaire sur le gaz inciterait à continuer de consommer du gaz. Et du coup, si on continue de consommer du gaz, on aurait besoin de plus d'importations. Et comme on l'a évoqué depuis le début, ce n'est pas dans l'air du temps d'avoir plus de gaz. Donc l'État, délibérément, n'aide pas cette énergie à la baisse pour les collectivités. Donc l'idée, ça va être de consommer de moins en moins de gaz. Donc ça aurait été un effet pervers de mettre un bouclier tarifaire sur cette énergie. Donc voilà, donc 68% pour le lot tarif jaune avec Engie, 41 pour EDF. Et on voit pour les années à venir, c'est assez cohérent, vu qu'on se met dans les mêmes conditions de marché, on aurait un budget lissé entre 2023, 2024 et 2025. En gros, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un gros palier à la hausse entre 2022 et 2023. Et vu les contextes à moyen terme, court terme, on ne va pas redescendre dans nos niveaux de prix 2021-2022. Donc l'idée après, ça va être à nous de fixer un prix pour essayer de lisser vos budgets d'une année sur l'autre. Mais voilà, tous les indicateurs montrent qu'on ne redescendra pas à un coût du gaz à 14 euros du mégawattheure ou à un coût de l'élec à 50 euros du mégawattheure. Le palier est passé, ça potentiellement diminuera dans les années à venir, mais pas comme l'historique des marchés de l'énergie. Donc, avec ces hypothèses, concrètement, donc là c'est le second, donc je passe assez vite, c'est le même exercice pour le marché en parallèle, donc pour les collectivités qui sont concernées. Vous pourrez comparer avec les autres fournisseurs. Du coup, c'était Total pour le lot supérieur Atlantique AVA, EDF pour les tarifs bleus
et c'est aussi Total Energy pour le gaz naturel. Donc, on est sensiblement sur la même augmentation de prix entre chaque année. Et du coup, concrètement, qu'est-ce qui se passe pour une collectivité? Donc, on a fait l'exercice en comparant différentes typologies de collectivités dans un premier temps, avec 2000, 5000, 10 000 habitants. Pour les deux énergies, qu'est-ce qui se passerait au niveau du budget? Donc, pour les couleurs, les légendes, donc 2000 habitants en électricité, donc le bleu le plus foncé, l'intermédiaire 5000 et tout là-haut, le 10 000 habitants. Donc on voit, comme c'était évoqué tout à l'heure, une baisse entre 2021 et 2022, puis le gros palier en 2023 et un même niveau de prix pour les années à venir. Donc concrètement, une collectivité de 10 000 habitants, qui était environ à 350 000 euros en 2021, eh bien, si ça compte en 2023, c'est un fait, s'il n'y a pas d'autres directives de l'État qui feraient baisser les prix, elle passerait à 500 000 euros sur son budget électricité annuel. Donc, c'est assez impressionnant. C'est pour ça que tout ce qui va être autour de la maîtrise de l'énergie, de moins consommer, prend une importance énormissime sur les budgets de vous, les collectivités. Parce que voilà, les budgets des collectivités ne sont pas extensibles, donc il y a une grosse marge. C'est forcément moins impactant en termes d'euros pour une commune de 2000 habitants. C'est juste une histoire de pourcentage. Donc ça, c'est pour l'électricité. Pour le gaz, ça fait un palier 2023 à la hausse de 80%. Donc on voit ici, donc je ne vais pas passer en revue tous les prix, mais au moins ça nous permet de visualiser l'évolution des budgets des collectivités suivant leur typologie. Après, si on va zoomer un peu plus près, au niveau d'un bâtiment, donc là, pour l'électricité, j'ai pris une mairie de 22 kVA, donc c'est la puissance souscrite de la collectivité qui sera en tarif jaune, en tarif bleu, pardon, une mairie en tarif jaune, et puis une piscine, concrètement pour une EPCI. Donc là, on voit aussi une évolution assez importante. Typiquement, pour une piscine, on va passer de 50 000 euros à 77 000 euros, donc 27 000 euros d'écart. Donc à avaler, c'est assez compliqué. Donc voilà, il y aura beaucoup de maîtrise de l'énergie et de sobriété énergétique à mettre en avant pour essayer de compenser ces marches au niveau des coûts. Et voilà. Pareil pour le gaz, vous retrouvez les mêmes. Ouais. Je ne sais pas comment tu procèdes d'habitude. Est-ce qu'il y a quelques questions? On peut faire une petite pause de questions avant de passer sur le marché. Je voulais juste aussi, au regard justement des factures énergétiques sur lesquelles on a fait des estimations, bien entendu, vous voyez les sommes considérables qui vont devoir être à régler. Alors, nos marges de manœuvre à court terme pour pouvoir limiter les dégâts, elles sont relativement limitées. Ceci étant, prochainement, les élus ont décidé de lancer une action à destination des communes qui viserait à proposer des actions auprès de l'éclairage public, notamment de coupures, d'extinction, pour justement pouvoir limiter je dirais, les dégâts en termes de factures. Et de la même manière, en termes d'optimisation aussi des consommations énergétiques des bâtiments, on est en train aussi de construire un ensemble d'actions immédiates et ciblées qu'on proposerait de concentrer sur les mois prochains pour essayer aussi de réduire sensiblement les factures. Alors, bien entendu, ça sera des mesures qui ne vont pas vous permettre d'atténuer 30 ou 40% de votre facture, puisque c'est plutôt des travaux de maîtrise d'énergie, enfin une question de fond qui doit être entreprise. Ceci étant, on espère par ce biais, d'une part, pouvoir, je dirais, limiter l'impact de ces factures dans le cadre des communes, contribuer aussi à la gestion de la pointe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des risques de coupure, donc il est possible qu'on doive réduire notre consommation sur des plages horaires. Donc là encore, ça s'inscrira là-dedans. Donc de ce fait, notamment, vous devriez avoir un courrier là qui va vous être adressé là, dans les prochaines semaines sur ce sujet, avec un certain nombre d'actions qui vous seront proposées pour justement essayer d'atténuer cet envolé des coûts de l'énergie. Parfait. Merci Étienne pour la précision. Donc, ouais, je vais juste, il y a 2-3 questions avant de passer sur le prochain marché.
Alors du coup, monsieur Mio, pouvez-vous me confirmer que ces augmentations n'impacteront qu'un tiers de nos factures? Alors là, c'était sûrement quand je montrais les coûts hors toute taxe de l'électron et de la molécule de gaz. Donc là, du coup, le un tiers, généralement, je l'évoquais à pas mal de collectivités, on annonçait que la fourniture, c'est un tiers de la facture, l'acheminement, c'est un tiers aussi, et les taxes, un tiers. Alors là, avec la bascule et l'explosion de la partie fourniture, on n'est plus du tout sur ce modèle-là, où la facture peut se diviser en 3 pour les 3 typologies. Donc là, si vous voulez comparer, notamment, donc ça va suivre la question d'après, vous pouvez prendre les pourcentages. Je vais revenir. Tac. Vous pouvez prendre les pourcentages de chaque évolution et puis les impacter sur vos budgets propres de vos collectivités pour voir l'impact, notamment pour votre budget 2023, sur lequel vous êtes en train de travailler dès cette année. Les coûts fixés annoncés sont sur quelle durée? Donc, à chaque fois qu'on fixe nos prix, c'est pour une année complète, donc après, ils ne bougent plus, sauf si l'État intervient, comme ça a été le cas avec la REN+, où j'ai dû vous renvoyer un BPU mis à jour. Et existe-t-il des systèmes de couverture pour éviter les augmentations supplémentaires? Bah, en fait, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On essaye d'acheter le plus rapidement possible en amont, avant la date de fourniture. Donc là, notre prix 2023, il est bloqué depuis la fin 2021. Mais ça n'empêche que plus ça augmente, même si on anticipe 1, 2 ans à l'avance, on va quand même aller fixer nos prix sur des coûts qui vont continuer à augmenter. Donc ça lisse la potentielle augmentation. On subit moins que si une collectivité allait toute seule de son côté et demander un contrat pour l'année d'après. Mais ça n'empêche qu'on subit comme tout le monde cette hausse. Ouais, effectivement, pour quelques compléments, mais comme le disait Romain, on est sur un marché. De ce fait, enfin voilà, c'est le système d'approvisionnement commun, voilà, à l'ensemble du privé et du public. Par contre, il peut y avoir des biais, notamment pour les entreprises qui peuvent contractualiser en direct avec des producteurs. Voilà ce qu'on appelle les PPA, les Power Purchase Agreement. Alors désolé pour l'accent, c'est pas terrible, mais ce qui n'empêche que voilà, vous êtes producteur éolien, je suis un industriel, j'ai des besoins d'énergie, je vous achète en direct l'énergie. Aujourd'hui, c'est très intéressant parce qu'en gros, le coût de sortie de l'énergie en direct, il est très faible et c'est opportun pour une entreprise. Néanmoins, en tant que collectivité, on a la problématique des marchés publics. Si vous voulez vous engager et rassurer entre guillemets un producteur éolien sur 15-20 ans, eh ben, nous, on sera dans l'impossibilité aujourd'hui de pouvoir lui assurer un achat d'énergie sur 15-20 ans parce que les règles de marché public nous l'interdisent. Ceci étant, il y a un vrai enjeu sur lequel on travaille, et notamment au sein de notre service innovation, pour pouvoir acheter en direct dans le futur notre énergie. Vous savez que la SEM, Sidela Énergie, possède un certain nombre d'actifs de production. Actifs de production qui indirectement aussi sont propriété des communes, hein, puisque c'est le capital du Sidela qui a permis ces investissements. Et l'objectif à terme est de pouvoir acheter en direct cette énergie, donc qui serait finalement l'énergie des collectivités de Loire-Atlantique et qui serait fournie au sein des territoires, mais il y a quand même un long cheminement administratif, juridique à faire avant qu'on arrive à ces possibilités. Ceci étant vu le contexte, j'espère qu'il y a un certain nombre de choses qui vont se bousculer. Mais voilà, aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui pourrait nous permettre d'avoir des prix plus intéressants? Ben, c'est finalement cette partie-là, ou alors plutôt travailler sur des systèmes d'autoconsommation en installant, par exemple, de la production photovoltaïque sur nos toitures ou en intégrant l'autoconsommation collective. Voilà. Il y a des leviers, mais en tout cas, le marché actuel ne permet plus de nous protéger. Et voilà, au niveau de la Commission européenne, avec l'ensemble des fournisseurs et des gros acheteurs européens, ils sont en train de tout remettre à plat pour voir si il est encore cohérent de fonctionner de cette manière-là. Alors, la petite dernière question en live, avant de passer sur le marché, est-il envisageable qu'un lot soit créé pour permettre à nos administrés de bénéficier d'une offre compétitive dans le cadre du groupement de commandes? Alors, il y a des groupements d'achat pour vos administrés, notamment Selectra ou l'UFC Que Choisir. Je pourrais vous passer les infos. Ils ne peuvent pas intégrer le groupement d'achat, parce comme vous allez voir juste après, on a quand même plus de 10 000 points de livraison en élec et 1000 en gaz. Mais il existe des groupements d'achat pour les particuliers.
Oui, puis le groupement, enfin, en tant que collectivité, notre groupement doit s'adresser soit, bien entendu, à des collectivités ou alors à des structures exerçant une activité parapublique ou publique. Donc voilà, on reste vraiment dans le champ et on ne peut pas juridiquement intégrer voilà, un groupement d'acteurs privés dans, Ça, tout à fait. dans l'achat. Alors, dernière question en live, après je passe à la suite. Quand les prix sont multipliés par 10 en ce moment, comment pouvez-vous dire que dans 2-3 ans, ça va redescendre? Alors, j'ai pas dit que ça allait redescendre. On atteint un plafond aujourd'hui avec la maintenance du nucléaire, etc. On espère que on retourne dans les pourcentages de centrales nucléaires actives repasse dans les 70-80%, ça fera de fait redescendre le coût de l'électricité dans la foulée. Mais voilà, comme j'ai dit depuis le début, on ne retournera pas sur des prix à 50 € pour l'élec et 15 € pour le gaz dans les années à venir, c'est certain. Oui, puis enfin, point très important, enfin, c'est un marché. Le marché, de fait, il est rationnel et voilà, les prix, finalement, ce qu'on vous annonce aujourd'hui comme prévision, comme on l'a dit tout à l'heure et comme Romain l'a rappelé, c'est sur des hypothèses actuelles. Nous, on a intégré voilà, les différentes mesures d'État qui nous ont permis de dessiner un prix. On a intégré aussi finalement toutes les analyses des observateurs, des acheteurs de l'énergie qui sont assez unanimes pour évoquer le fait qu'on est sur un prix plancher aujourd'hui et sur du moyen terme. Par contre, faire des exercices au-delà de 2 ou 3 ans, déjà qu'à 2-3 ans, c'est assez perfectible. Alors 4, 5 ans ou 6 ans, voilà, on s'y engagera pas. Donc, c'est assez difficile. Donc, le prix va redescendre après 3 ans, bah, pas forcément. Enfin, voilà, là, c'était une légère baisse, mais parce que c'est la photographie des marchés à terme aujourd'hui. Mais voilà, la photographie ne sera pas la même demain, si elle se trouve. Hein. On aura peut-être une augmentation de 20-30% ou une baisse de 20-30%. Tout à fait. Ouais, on clôture les questions pour cette partie-là, sur cette première partie. Donc, il est 14h36, c'est parfait. Donc, du coup, présentation du nouveau marché. Donc, comme j'ai dit, on avait un marché qui est jusqu'à 2023 et nous sommes déjà dans la construction du prochain. Donc, comme vous le savez tous, on renouvelle la convention du groupement d'achat d'énergie, électricité et gaz. Donc, on avait des groupements historiques en élec et un autre groupement en gaz, puis un marché en parallèle, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Et de fait, il y avait 3 conventions qui portaient 3 marchés différents. L'idée, en fait, c'était de fusionner nos 3 marchés, du coup, nos 3 conventions de groupement d'achat d'énergie. Donc, on en a profité, comme vous avez pu le voir comme j'ai pu l'évoquer dans les différents mails, on a mis en plus à jour l'indemnisation du SIDELA. Avant, on se basait sur un pourcentage de votre budget TTC annuel, donc c'était 0,6% TTC pour l'élec et 0,5% pour le gaz. On voit avec tous les chiffres qu'on vient de vous présenter, on ne pouvait pas laisser cette typologie d'indemnisation à vous, les membres, puisque ça vous ferait payer beaucoup plus cher d'indemnisation pour le même service rendu par le SIDELA, par le groupement d'achat. Donc, il fallait changer l'indicateur et la variable de l'indemnisation. Donc, c'est pour ça que nous sommes passés sur 1 € par kilowattheure, donc par rapport à votre consommation. Donc, typiquement, si vous faites des efforts énergétiques en consommant moins, en mettant de l'autoconsommation collective ou individuelle, de fait, vous baisserez votre facture d'électricité, mais en plus, vous paierez moins cher en indemnisation au SIDELA dans le cadre du service du groupement d'achat. Donc cette convention, on a besoin qu'elle soit signée par l'ensemble des membres avant le lancement de notre marché. Donc on a mis une deadline au 31 juillet 2022. Donc là, aujourd'hui, on est à 200 membres et il y a 25 nouveaux membres qui vont nous rejoindre. Donc les membres actuels comme les nouveaux membres, tout le monde doit signer cette convention, donc passer en délibération au conseil municipal pour que le maire ou le président de l'EPCI puisse signer cette même convention. Donc, vous nous avez annoncé presque 180 dates de conseil, donc on n'est pas trop loin d'être au maximum. Les délibérations, on est à 130 qui nous sommes parvenus. Et l'important, c'est l'annexe 1
Donc, dans la convention, vous avez une annexe où vous cochez électricité et gaz. Vous nous donnez un mandat pour qu'on puisse récupérer l'historique de vos consommations. Et c'est celle-ci qui est importante à nous rendre. Donc, vous verrez dans le calendrier, le marché, on ne va pas le lancer en août, on va le lancer fin septembre. C'est pour ça on vous a mis une deadline assez short au mois de juillet. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de la passer, n'hésitez pas à revenir vers moi, me transmettre vos dates de conseil. En août, je suppose qu'il n'y en aura pas, mais en tout début septembre, afin de signer cette convention. Ce serait quand même dommage de passer à côté du groupement d'achat, surtout si vous étiez un groupement historique depuis 2015. Justement, ces groupements historiques, donc on voit en fait l'évolution du groupement d'achat en bas. Donc, quand on a lancé ce service au CIDEA, il y avait 155 membres, donc que ce soit des communes, des EPCI ou des établissements de services publics comme des EHPAD. Et puis, il y a eu 3 marchés qui ont été vivre dans cette convention historique du groupement d'achat et d'électricité. Aujourd'hui, nous sommes 207 membres. Donc, on voit que ce groupement historique portait déjà un gros volume, 120 gigawattheures, donc ça permet d'être super attractif au niveau des fournisseurs, avec 7000 points de livraison, toutes typologies de contrats confondus. Notre groupement numéro 2 en parallèle, c'est les communes qui avaient un peu loupé le wagon, on va dire, du premier groupement historique. Donc celui-ci pèse presque la moitié du groupement historique, 53 gigawattheures et 2000 points de livraison. Donc on va voir que la fusion de ces deux groupements d'achat en parallèle dans le cadre de la nouvelle convention va nous faire augmenter le volume du groupement d'achat, donc augmenter l'attractivité vis-à-vis des fournisseurs pour avoir des prix, en tout cas une marge la plus basse possible sur le coût que le fournisseur met sur l'euro du mégawattheure. Et ça va nous permettre aussi d'avoir plus de clics pour fixer nos prix. Donc on va pouvoir lisser notre prix au lieu d'avoir 2 clics, potentiellement on en aurait 3 ou 4. Donc ça, c'était pour l'élect. Pour le gaz naturel, donc l'évolution, donc il n'y a eu que 2 marchés, donc c'était un marché de 4 ans pour le gaz naturel historiquement. Donc on est passé de 67 membres à 101 membres. Et l'idée, comme tout à l'heure, ça va être fusionner les deux groupements d'achat. Donc là, on va pouvoir atteindre 100 gigawattheures et presque 1000 points de livraison de gaz naturel. Donc une fois la fusion via la nouvelle convention, il va falloir créer un marché par rapport à tout ça. Donc les dates, on reste sur le même typologie de marché, un accord cadre avec marché subséquent. À l'accord cadre, on donne une note technique aux fournisseurs par rapport à leur réponse au cahier des charges sur la gestion de l'énergie, l'espace client, la facturation, la relation clientèle, etc. Ça leur donne une note et après on les met en concurrence au niveau du marché subséquent sur le prix, sur leur marge. En termes de date, donc on s'est calé avec forcément nos marchés qui vont être à terme les marchés en cours. Donc pour le gaz naturel, on démarre au 1er juillet 2023 et pour l'électricité au 1er janvier 2024. Donc on voit qu'on est sur des marchés de 4 ans. En fait, on l'a vu tout à l'heure, pour l'élec et le gaz, tous les jours, il y a un prix annoncé sur la bourse des deux énergies pour les 3 années à venir. Donc là, on aura 2 marchés subséquents de 2 ans pour essayer d'aller fixer nos prix le plus loin possible, puisqu'on l'a vu, les prix de l'électricité à N+3 sont plus faibles par rapport à l'année juste qui suit. Au niveau de l'allotissement, donc on aura 2 lots classiques, un lot gaz naturel et un lot électricité classique. La nouveauté, c'est qu'on va fusionner en fait la distinction qu'on pouvait avoir historiquement, où on avait un lot supérieur à 36 kVA pour les tarifs anciennement jaunes et verts, et un lot inférieur à 36 kVA. Pourquoi on fait ça? C'est pour avoir un volume plus conséquent. Pour vous, au niveau comptable, avoir juste un fournisseur à gérer, donc juste une facture à vérifier en termes par rapport au BPU et notamment au niveau de la trésorerie. Pour nous, dans ce qu'on va voir juste après, la bascule, etc., on aura juste un fournisseur à gérer pour la bascule de l'ensemble des contrats et l'ensemble des PDF. Donc, il n'y avait plus d'intérêt à distinguer les 2 typologies de compteurs. Pourquoi on avait fait ça à l'époque? C'était les fournisseurs ne répondaient pas tous aux 2 typologies de contrats. Donc, pour avoir la mise en concurrence la plus large possible, il valait mieux séparer ces 2 typologies de compteurs. Et pour les lots numéro 2 et 4, ça va être des lots énergie verte. Donc un lot avec une ressource de biométhane. Donc il y aura un surcoût pour s'approvisionner en biométhane avec des garanties d'origine qui vont nous permettre de s'assurer que le kilowattheure de biométhane vendu sur votre facture provient bien d'une centrale de méthanisation sur le territoire français
Et du coup, il y aura une traçabilité. On sera sûr que le mégawattheure produit par cette centrale a été vendu au fournisseur qui le réimpacte sur votre facture dans le cadre du groupement d'achat. Et même exercice pour le lot énergie verte ENR 100% renouvelable, où là, dedans, vous allez avoir un mix énergétique renouvelable en électricité. Ce sera des petits barrages hydrauliques. Donc, on met des clauses afin de ne pas avoir un fournisseur qui rachète des mégawattheures d'électricité, des barrages hydrauliques norvégiens ou autre part dans l'Europe. Donc, de la même manière, on va cibler et mettre des règles pour que ce soit une énergie locale, française, et comme pour le gaz biométhane, tracée, où on saura d'où vient le mégawattheure vendu à vous les collectivités. Donc un lien entre le producteur, le fournisseur et le client final. Alors là, on va passer un peu de temps là-dessus. C'est pour vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe derrière lorsqu'on s'apprête à publier un marché. Donc, il y a plusieurs étapes clés dans le marché. Donc, à partir de ce mois de juin 2022, on prépare d'ores et déjà l'accord cadre. Donc, pour les membres existants, nous avons l'historique de vos données. Donc, pour construire un marché, on a besoin de deux choses vis-à-vis des fournisseurs. Leur fournir la liste des points de livraison par membre et le volume total du marché pour qu'ils puissent après proposer un prix par rapport à ces nombres de points de livraison et le volume en face pour aller quantifier le volume d'énergie qu'il devra fournir dans le cadre du groupement d'achat et du marché. Donc pour les membres existants, pas de problème. Moi, je pourrais compiler l'historique de vos données de consommation. Pour les nouveaux membres, on en a une petite vingtaine qui arrivent. Donc, il faudra nous transmettre la liste de vos points de livraison et notamment, moi, via le groupement d'achat, la convention, vous nous autorisez à aller demander aux gestionnaires de réseau, donc Enedis pour l'électricité, GRDF pour le gaz, qu'on puisse récupérer vos historiques de consommation. Donc l'idée, à partir du mois de juin, donc on est en cours jusqu'avant septembre, on va dire, ça va être de compiler toutes ces données. Pour septembre, octobre, on va intégrer toutes ces données dans le détail quantitatif estimatif. Donc c'est ce qui ressemble au BPU que je vous transmets, avec en élec un volume pour chaque tranche euro-saisonnière, donc leur plein hiver, leur plein été, leur creuse hiver, leur creuse été, etc. Et pour le gaz, de la même manière, suivant les volumes de chacun. On publiera le marché pour chacun des 4 lots. Donc c'est pour ça, on y reviendra après, qu'il est important que le périmètre soit bien défini pour chacun des membres. Donc ça, c'est l'accord cadre qui sera attribué d'ici la fin de l'année. Donc je vous représenterai les dates tout à l'heure. Ensuite, pour le marché subséquent, où là, le fournisseur va vraiment se baser sur cette liste de PDL définitive avec un volume définitif pour qu'il puisse construire son prix. Ensuite, quand le marché est attribué, en janvier 2023, nous aurons un fournisseur pour chacun des 4 lots. Là, les membres vont devoir gérer ce qu'on appelle la bascule avec les fournisseurs. Donc, c'est une partie très importante où là, vous allez devoir valider votre périmètre. Donc, il se peut, en fait, entre la publication du marché fin d'année 2022 et la bascule qui va arriver premier semestre 2023, vous avez un périmètre qui a évolué, en plus ou en moins, par exemple 2-3 armoires éclairage public supplémentaires, un nouveau bâtiment, une maison de santé qui s'est construit entre-temps, parce qu'avant, vous n'aviez pas le numéro de point de livraison, etc. Donc là, ça va être valider votre périmètre. Donc c'est important de ne pas juste valider en cliquant en bas à droite quand le fournisseur va vous envoyer le fichier de bascule. C'est bien de relire tous vos sites. Et ça va être aussi le moment de définir vos modalités de facturation, donc notamment les regroupements de factures. Donc des collectivités ont parfois des budgets différents, que ce soit pour la gestion des déchets, pour les bâtiments ou pour l'éclairage public. Donc c'est à ce moment-là où vous allez définir l'agroupement de vos factures par rapport aux typologies de vos compteurs. Vous pouvez très bien tout regrouper sur la même facture. En élec, pour les lots classiques, vous n'aurez qu'un seul fournisseur, donc vous aurez tous vos PDL sur une facture groupée. Vous pourrez aussi, en termes de paiement, choisir si vous voulez un mandatement, un virement, etc. Et du coup, vous inscrivez vos coordonnées Chorus, etc., etc. Donc la bascule, c'est vraiment un moment très important qu'il ne faut pas laisser de côté. Ça permet notamment d'éviter, une fois que les factures arrivent, où les collectivités se rendent compte, ah ben non, la facture, elle ne correspond pas à ce que mon service compta attendait. Si on anticipe et qu'on demande à notre service compta qu'est-ce qu'il souhaite pour le marché à venir,
on a anticipé et dès que les factures arrivent, elles sont directes propres et on peut les valider sans souci, sans faire des allers-retours avec les fournisseurs. Donc on sait qu'on a rencontré pas mal de problèmes avec quelques collectivités, notamment un exemple assez typique, des changements de compétences entre une EPCI et une collectivité, ou une armoire éclairage public, au final, qui était facturée à la commune, bascule à l'EPCI pour une zone d'activité, etc. Et là, voilà, ça fait des avoirs et des factures à annuler, etc. Donc, c'est assez chronophage pour vous, les collectivités, comme pour les fournisseurs aussi dès là. Donc, c'est pour ça que la bascule, c'est vraiment primordial de passer du temps et d'être rigoureux dans l'intégration des données et dans la validation de votre côté. Voilà, et une fois la fourniture, donc là, j'ai pris le 1er janvier 2024 pour l'électricité, ce sera 1er juillet 2023 pour les lait. Une fois que le marché est lancé, là arrive la partie de consommation avec les fournisseurs, où vous pouvez du coup ajouter, retirer vos points de livraison auprès du fournisseur. Donc aujourd'hui, c'est par des ordres de service, notamment avec EDF par mail, ou avec Total Energy via l'espace client. Donc dans le prochain marché, ça se passera tout le temps par l'espace client pour avoir une traçabilité. Et en plus, vous aurez les infos où s'en est le dossier, le numéro de dossier chez Enedis, etc. Donc ce sera beaucoup plus transparent qu'aujourd'hui, notamment avec EDF, où c'était assez chronophage et ça manquait un peu de réactivité. Donc voilà, ce qui est important, j'insiste là-dessus, c'est, on va en parler d'après, la fameuse flex, c'est quand il ne faut surtout pas vous oublier des gros consommateurs. De base, il ne faut pas oublier de points de livraison, mais des très gros consommateurs, ça pourrait impacter le marché, notamment dans la possibilité d'ajouter des points de livraison avec chacun des fournisseurs. Donc là, c'est un gros pavé, je vais vous l'expliquer à l'oral, mais on vous le transmettra après. En fait, on appelle ce qu'on a une flex. Donc, dans le volume global, donc on va prendre l'exemple de l'électricité, on a 10 000 points de livraison, on aura 150 gigawattheures. Et du coup, on a, par rapport à ce volume qui est défini lors du marché subséquent avec le fournisseur, donc le fournisseur répond par rapport à ce volume-là, on a une flex, c'est-à-dire une possibilité d'ajouter jusqu'à 5% de plus de points de livraison. Donc avant, c'était 10%. Le contexte actuel fait que les fournisseurs ne répondent plus au marché si on laisse 10%, qui est le seuil maximal juridique. Si on laisse 10%, qui nous permettent de la souplesse, le fournisseur va mettre une marge supplémentaire assez importante. Donc les coûts de l'énergie, on l'a vu, sont déjà assez élevés comme ça. Si on peut éviter que le fournisseur surmarge lors de sa réponse, voilà, c'est important là-dessus. Ce qui est aussi important, c'est que ces 5%, quand vous ajoutez un point de livraison, une armoire éclairage public, une maison de santé, etc., une salle de sport qui vient d'être inaugurée, donc vous amenez du volume supplémentaire, donc ça grappille dans ces 5%, qui est basé, comme on l'a dit, sur le marché subséquent. Le problème, c'est que si on atteint, qu'est-ce qui se passe si on atteint ces 5% dans le marché à venir? Donc là, j'ai un exemple dans notre marché historique. Le lot supérieur à 36 kVA, donc, qui a été attribué à Engie, il a atteint ces 10%. Et pourquoi il a atteint ces 10%? C'est parce que des collectivités n'avaient pas bien répondu dans la liste de leur périmètre et notamment de leur point de livraison. Et du coup, les 10% ont été mangés, entre guillemets, par des ajouts de points de consommation avec un volume très important, quelques gigas. Et du coup, on était bloqué. Le seul moyen juridique de répondre à ce blocage, donc Engie ne pouvait plus ajouter de points de livraison aux collectivités qui le demandaient, c'était de relancer un marché subséquent en parallèle. Donc c'est ce qu'on a fait dans un premier temps en juillet 2021, où j'avais demandé aux collectivités, donc on avait fait un webinaire là-dessus, de nous annoncer leur projet de construction pour les tarifs supérieurs à 36 kVA, et aussi de regarder s'ils n'avaient pas des contrats à gauche, à droite, en dehors du point d'achat. Donc on avait relancé un marché pour une dizaine de points de livraison. Donc à l'époque, les coûts de l'énergie étaient à peu près similaires. Donc il n'y a pas eu trop d'évolution entre le marché subséquent numéro 2 et le tout premier avec Engie. Donc c'est Total Energy qui avait remporté ce marché. Donc en plus de relancer des marchés, possibilité d'avoir des fournisseurs différents. Donc comptablement, nouveau BPU, etc. C'est assez long. Par contre, dernièrement, donc pareil, je vous l'avais tous annoncé, on a relancé un marché subséquent numéro 3 parce que le marché subséquent numéro 2 avait atteint ses 10%. Forcément, vu que le volume est plus petit pour 20 PDL, on les atteint beaucoup plus rapidement.
Sauf que lorsqu'on l'a attribué, c'était cette année, les prix de l'électricité, on l'a vu, ont explosé. Donc là, on n'est plus du tout sur les mêmes coûts en euros du mégawattheure. Donc c'est un peu comme si, je l'évoquais tout à l'heure, si une commune allait toute seule de son côté, là il y avait une vingtaine de PDL. Donc là, qu'on soit au groupement d'achat Sidela ou tout seul de son côté, il y avait un PDL, un petit volume. Le fournisseur se base sur le marché, il met une marge énorme et du coup là, c'est 5 fois plus cher entre le marché subséquent numéro 3 en parallèle qui a été lancé et les deux autres. Alors, comment éviter tout ça? Donc, notamment par rapport à toute la procédure que j'ai évoquée tout à l'heure, la bascule, etc. Mais même en amont, être certain que vos points de livraison soient bien tous intégrés au groupement d'achat. Mais c'est aussi anticiper dans vos projets communaux et intercommunaux. Vous savez, pour ces typologies de contrats, notamment pour les gros compteurs, vous savez à l'avance si vous avez une construction d'une nouvelle salle de sport, d'un espace culturel, d'une piscine, etc. Donc dès à présent, il faut nous avertir, même si vous n'avez pas le point de livraison, vous avez peut-être déjà des bilans de puissance, etc. Donc on peut peut-être déjà anticiper la consommation de celui-ci et du coup l'intégrer dans le marché. Et au final, ça ne rentrera pas dans cette flex qui nous bride dans les ajouts de points de livraison. Pareil, des sorties de DSP, ça vient pas du jour au lendemain. Généralement, les DSP, ça va être pour des gros consommateurs comme des piscines. Donc, quand elle va passer d'un privé qui s'occupait à la collectivité, ça va rajouter quelques gigas et du coup, ça va nous manger, on va dire, notre flex. Donc, l'important, ce sera toujours d'anticiper. Donc, nous, l'idée aussi déjà, c'est que toutes les collectivités aient le même prix qui a été construit avec les fournisseurs et que vous ne subissez pas un marché subséquent numéro 3, alors que ce n'est pas de votre fait si une collectivité avait oublié des compteurs à gauche à droite et du coup avait mangé la flex de tout le monde. Donc l'important, c'est qu'on soit tous solidaires dans le groupement d'achat. Donc j'insiste sur le fait que votre périmètre, même si vous êtes en groupement d'achat depuis 2016, il se peut que vous ayez des points de livraison à gauche à droite. Je n'ai pas la visu sur l'ensemble des espaces clients de tous les fournisseurs, pas les droits, forcément, si vous avez été faire un contrat en parallèle. Donc, c'est très important que vous passiez du temps là-dessus. Et du coup, pour arbitrer, si jamais une collectivité veut ajouter un point de livraison de, je sais pas, de 150 kVA, on regardera où on en est au niveau de la flex avec le fournisseur, voir l'impact derrière, si du coup ça ne va pas nous bloquer et nous faire repasser des marchés subséquents qu'on veut proscrire le plus possible. Alors je vois qu'il est 56. Donc il y a encore deux petits slides et puis on fera les questions en parallèle. Donc là, c'est pour les lots énergie verte, comment définir son périmètre. Donc les lots d'énergie verte, donc ELEC et biométhane. Donc forcément, ça va être comment dire, un engagement politique, etc., par rapport à environnemental, etc., pour intégrer des points de livraison dans ces lots où forcément le coût du mégawattheure va être plus cher que dans les lots classiques. Donc, par contre, on ne va pas pouvoir intégrer 150 gigas, 10 000 points de livraison dans le lot électricité verte. Donc, pourquoi? Chaque fournisseur a des contrats avec des producteurs pour un volume donné. Et tous les fournisseurs ne peuvent pas répondre avec 10 000 points de livraison en termes de gestion, de facturation, etc. Mais en termes de volume aussi, ils n'ont pas forcément assez de contrats avec les producteurs pour répondre au volume d'un potentiel si gros lot. Donc, on va limiter ces deux lots à 40 gigawattheures chacun. Comment définir, comment savoir quel point de livraison vous allez mettre? Donc, déjà, politiquement, ça va être un échange, vous en interne, avec votre conseil municipal ou intercommunal, pour définir les points de livraison que vous allez intégrer. Donc, ça peut être un bâtiment qui vient d'être rénové, qui a une centrale photovoltaïque sur le toit, qui a une chaufferie bois. Pour aller au bout de la démarche, on va demander un approvisionnement d'électricité verte. Donc, du coup, comment faire pour savoir comment vous allez pouvoir intégrer vos points de livraison? Donc, 40 gigas, on va dire, c'est 400 mégawattheures par an par mois. Donc, comme ça, tout le monde est sur un pied d'égalité. Et comment savoir le nombre de points de livraison que je vais pouvoir intégrer? Donc, c'est possible qu'un seul point de livraison fasse 400 mégawattheures par an, mais vous pouvez peut-être en intégrer plusieurs, de 30, 100 ou 200. Donc, comment savoir? Soit vous avez un reporting de vos côtés, mais sinon, il y a des consoles, l'outil de suivi énergétique du CIDEA, dont plus de 100 personnes ont été formées durant l'année 2021-2022. Donc, si vous n'avez pas vos identifiants, n'hésitez pas à me les demander. C'est assez simple d'aller trouver quelle est la consommation annuelle de chacun de vos points de livraison
Donc, juste en 2 clics, vous arrivez sur votre patrimoine bâtiment, vous sélectionnez le bâtiment auquel vous vous dites ce serait intéressant qu'ils intègrent le groupement, le lot énergie verte ou biométhane. Et vous voyez tout de suite la consommation 2021. Donc là, c'est 37 MWh en élec, c'est 170 MWh en gaz. Et du coup, vous pourrez juger et arbitrer le nom et quel point de livraison vous allez intégrer dans ces 2 lots verts. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi, notamment pour avoir vos identifiants si vous ne les avez pas. Et puis, une fois que vous aurez fait votre liste et le listing, me les faire parvenir, les points de livraison, le nom du bâtiment, pour que je puisse construire les périmètres de ces 2 lots énergie. Et le calendrier, on l'a plus ou moins vu tout à l'heure. L'accord 4 début octobre. En décembre, on l'attribue, on relance les fournisseurs sur leur marge en début janvier pour avoir un fournisseur tout de suite courant janvier afin de pouvoir dès à présent fixer les prix 2024, 2025, etc. Donc il est 59, on finit pile à l'heure, sauf qu'il y a quand même quelques questions. Donc on va y aller tout de suite. Alors n'hésitez pas à écrire, c'est le moment. Je vais commencer à parcourir les questions qui sont déjà indiquées dans le chat. Désolé si ça a été un peu vite sur la fin. Alors, si le marché débute, donc ça c'est pour le gaz en juillet 2023, les tarifs 2022 continuent, nanana. Quelle hausse budgétée? Alors, quelle hausse budgétée? Donc oui, en effet, notre marché gaz naturel va se clôturer en juin 2023. Donc là, les prix que je vous indiquais et les évolutions 2022-2023 portent au final sur juste le premier trimestre 2023. Donc là, comme j'ai dit, on va attribuer un marché tout début 2023. Donc on aura 6 mois pour fixer le reste de l'année avec le fournisseur, donc de juillet à décembre, donc fixer le prix avec ce fournisseur-là. Donc là, pour le coup, on ne peut pas s'avancer sur le coût du gaz naturel sur le second semestre 2023. Donc, dans la préparation de votre budget, voilà, vous pouvez anticiper 50% du budget et impacter le pourcentage qui est indiqué dans les tableaux. Le choix énergie classique et énergie verte se fera quand? Donc, comme j'ai indiqué, d'ores et déjà, vous pouvez aller sur des consos, checker les volumes de chacun de vos bâtiments et les sélectionner. Et au final, me transmettre un choix par mail ou un petit fichier Excel avec la liste des points de livraison que vous souhaitez intégrer dans chaque ADO. Alors, le calcul des frais SIDELA se base uniquement hors toute taxe, il fait ajouter la TVA. Alors, suivant la typologie des membres, donc soit vous êtes adhérent et vous reversez 100% de la TCCFE, qui est la taxe perçue par le SIDELA, soit vous êtes une commune urbaine et vous reversez 18%, donc il y a un coût en euros du mégawattheure qui est un peu différent, et soit vous êtes non adhérent, et là, du coup, vous avez, vous l'avez bien vu dans la convention et dans la délibération, les 3 niveaux suivant la typologie de votre collectivité. Alors, pour la flex, couche des branchements provisoires. Donc, du coup, les branchements provisoires, on va dire qu'il y a 2 typologies. Il y a les bornes de travaux, où là, il n'y a même pas de point de livraison. Du coup, impossible de quantifier le volume à venir. Donc, pour les fournisseurs, on ne peut pas leur demander un prix pour cette typologie de compteurs qui sont là juste pour des travaux. Donc, ce que j'ai vu avec les fournisseurs, c'est qu'on va les obliger à vous facturer pour ces branchements travaux au prix de base en tarif bleu et de base en tarif jaune. Par contre, les autres branchements provisoires, donc là où vous avez un point de livraison, ça va être des branchements qui restent là toute l'année mais qui sont activés que l'été, par exemple, de juin à septembre. Donc là, on peut quantifier puisqu'on a le point de livraison. Donc les fournisseurs peuvent répondre par rapport à ce volume-là. Donc du coup, ceux-là, ils seront intégrés dans le marché subséquent. Donc du coup, ils ne joueront pas dans la flex. Donc ce qui est important, il ne faut pas négliger du coup les branchements provisoires quand vous faites la liste de vos points de livraison. Donc il y a vos bâtiments, il y a vos éclairages publics, il y a l'eau, l'assainissement, etc. Mais en fait, dès que vous avez un point de livraison, il faut nous l'indiquer. Et du coup, je suppose que vous avez quand même pas mal de contrats en parallèle, en direct avec EDF pour ces typologies de compteurs, ces branchements provisoires. Donc de la même manière, il faut nous les transmettre en amont, donc avant la publication du marché, donc avant septembre si possible.
Les deux lots énergie verte pour l'élec et le gaz, 400 MWh, c'est pour chacun. Donc vous avez 400 MWh pour l'élec et 400 MWh pour le gaz. La réalisation d'ombrières photovoltaïques pourrait-elle permettre l'autoconsommation sur certains bâtiments et faire diminuer la facture d'énergie? Alors, oui, des projets typiquement, mais des ombrières comme des panneaux photovoltaïques sur le toit de votre salle polyvalente pour faire l'autoconsommation collective ou des panneaux sur votre restaurant scolaire pour faire de l'autoconsommation individuelle, forcément, vous allez consommer ce que vous allez produire, du coup, ce sera ça de moins qui vous sera facturé par le fournisseur. Donc, de base, vous pourrez diminuer votre facture énergétique quand vous allez faire des projets photovoltaïques. Ce qui est aussi intéressant au travers de ce type de démarche, c'est que ça va vous apporter de la visibilité aussi sur vos budgets énergie. Admettons que voilà, votre ombrière ou votre centrale photovoltaïque couvre 40% de vos besoins. Bah, vous savez que dans les 20 ans à venir, voire même plus, hein, vous aurez accès à 40% de vos besoins en énergie à un prix voilà, qui est d'ores et déjà défini. Donc voilà, bien au-delà, je dirais, des prix qui sont aujourd'hui devenus très intéressants et pertinents dans l'installation de centrales, il y a aussi la question de stabilité du prix. On le voit bien aujourd'hui, la question du local et de maîtriser ses actifs de production, elle est, comment dire, terriblement mise en avant aujourd'hui, puisque on voit bien que le contexte actuel déstabilise tout notre modèle. Donc effectivement, au-delà de ça, c'est aussi un moyen de pouvoir se prémunir des aléas du marché de l'énergie. Ok. Quel régime de TVA pour l'autoconso? Obligation d'ouvrir un budget annexe. Alors, du coup, en termes de TVA, du coup, les budgets annexes, en gros, de toute façon, vu que vous autoconsommez votre production, tout le reste que vous allez soutirer auprès du fournisseur, bah, ça impacte la facture, du coup, vous aurez la TVA dessus. Mais pas ce qui est consommé. Mais pas, ouais, c'est ça. Donc, pour ce qui est budget annexe, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail là-dessus, et puis je dirai à mon collègue Manuel Bourrien qui s'occupe du dispositif solaire de vous faire un retour là-dessus. Voilà, c'est plutôt conseillé, mais après, il n'y a pas forcément nécessité toujours d'ouvrir des budgets annexes. Ça dépend des cas. Ceci étant, voilà, effectivement, comme le dit Romain, on a des collègues qui sont bien spécialisés sur ce type de montage et qui se feront un plaisir de répondre à vos questions. Et puis, voilà, ils sont disponibles pour vous. Vous pouvez contacter Manuel Bourrien ou alors Stéphane Renaud, aussi là. Pour les ajouts de stations d'épuration prévues en 2024. Alors, du coup, je suppose qu'une station d'épuration prévue 2024, donc c'est dans 2 ans, il y a peut-être déjà des estimations de consommation en termes de volume, de la capacité de cette station et du coup le volume et la puissance souscrite qu'il y aura derrière. Donc, notamment s'il y a la puissance souscrite, on va pouvoir prendre une autre station d'épuration avec le même niveau pour anticiper le volume. Le problème, c'est que les fournisseurs vont se baser uniquement sur des points de livraison existants lors du marché subséquent. Donc le marché subséquent, je le lance en janvier 2023. Donc d'ici là, si le point de livraison arrive, c'est parfait. Le fournisseur pourra faire son prix par rapport à la liste des points de livraison. S'il n'existe pas, on mettra de côté, on verra l'impact dans la flex des 5%. Parce que notamment une station d'épuration, alors c'est des appels de puissance, c'est peut-être pas une grosse puissance sur l'année, mais pour ces potentiels gros consommateurs, si vous n'avez pas le point de livraison avant la publication du marché subséquent, c'est là-dessus où on devra juger et jauger si on les ajoute ou pas dans le groupement d'achat, par peur du coup de manger cette fameuse flex. La dernière question. Ouais. Et le CIDELA intègre-t-il cette possibilité sur les bâtiments existants avec des ombrières réalisées par Siusen? De la même manière, des questions par rapport au photovoltaïque, n'hésitez pas à me les retransmettre par mail, on vous repassera J'ai quand même quelques éléments de réponse là-dessus. Donc les ombrières, elles sont développées sur un modèle de revente. Donc, si vous voulez, dans le principe de l'autoconsommation, le propriétaire de la centrale autrement dit producteur, doit aussi être consommateur. Et là, on est sur un modèle différent puisque c'est la SEM et un autre partenaire qui investissent et qui sont sur un modèle justement de revente totale. Donc, de la même manière, j'évoquais tout à l'heure les questions juridiques et des vrais besoins de faire évoluer la législation en termes d'autoconsommation individuelle et collective.
Là, on est pleinement sur le sujet parce que, imaginons qu'une commune n'ait pas forcément les fonds pour investir sur son projet d'autoconso, et ben, ça pose problème derrière pour pouvoir monter l'opération, puisque voilà, là, on a un vide juridique sur le sujet. Alors, il y a quelques montages un petit peu alambiqués qui peuvent se mettre au point, mais qui sont peu généralisables. Donc, voilà, typiquement, on se heurte aujourd'hui aussi à certaines difficultés pour pouvoir mettre en place tout cet approvisionnement local, finalement, qui n'a pas su. Enfin, on est pris, entre guillemets, par les événements. Et cette capacité, nous, derrière, à mettre en place une législation qui va bien pour pouvoir développer ce type d'approvisionnement, ne suit pas pour le moment. Voilà, donc on espère que ça va bouger rapidement parce que voilà, on y croit beaucoup et c'est une logique et une politique qui est portée par le CIDELA qu'on souhaite renforcer pour les prochaines années. Et du coup, une petite dernière question. Et si on n'a pas, on va pouvoir clôturer. 10 petites minutes de retard, on a commencé un peu en retard le temps que tout le monde puisse arriver. Désolé pour comment dire, on n'a pas des annonces très bonnes à vous faire voilà, dans le contexte actuel. Ceci étant, voilà, on ne manquera pas de revenir régulièrement vers vous pour vous tenir informés. Enfin, c'est aussi cette logique, on sait que c'est un sujet majeur pour vous. Bon, voilà, de vous informer régulièrement sur les tendances à venir. Et puis, comme je vous le dis aussi, on travaille actuellement à pouvoir proposer un certain nombre de mesures qui vont vous permettre soit de contribuer à la gestion de la pointe ou soit aussi d'essayer d'atténuer vos consommations énergétiques. Donc, plutôt des mesures, je dirais, immédiates, sans investissement majeur. Mais comme je vous le disais, voilà, c'est pas avec ça qu'on va révolutionner le budget énergie des communes. Et puis d'un autre côté, il va falloir, je pense aussi, sans doute revoir nos modèles énergétiques plus largement. Je vous rappelle aussi aujourd'hui qu'on porte un certain nombre de programmes autour de la maîtrise de l'énergie, notamment aussi sur tout ce qui est production d'énergie renouvelable, tout ce qui est chaleur renouvelable, voilà, notamment pour les gros consommateurs de gaz. Il y a des aides intéressantes et qui sont d'autant plus pertinentes aujourd'hui avec le prix de l'énergie. Vous pouvez avoir des investissements qui ont des retours très pertinents. Donc voilà, c'est pas des outils miracles, mais quoi qu'il en soit, je vous dis dans une tendance qui va plutôt rester sur du moyen long terme, ça peut être très intéressant de se reposer ces questions. Ok, merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire. Donc, comme l'a dit Étienne, on reviendra régulièrement vers vous. Je vous envoie l'enregistrement de la réunion, le support présenté. Et voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions pour la définition de votre périmètre, notamment pour les énergies vertes. Et voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis à bientôt.